sais pas trop si je retourne sous l'ancien format où il n'y avait que une ambiance de bougie assez sombre pour que tu puisses bien faire dodo, ou si on part sur ce fond ici. N'hésite pas à me dire ce que tu préfères en commentaire. Et c'est parti pour l'histoire du jour. Et pour ce soir, on part sur l'histoire de Troie en Italie. Le fils de Vénus, Énée, compte parmi les héros les plus fameux qui combattirent pendant la guerre de Troie. Du côté troyen, il ne cédait qu'à Hector. Lorsque les Grecs investirent Troie, il réussit, grâce à l'aide de sa mère, à s'échapper de la ville avec son père et son petit garçon, puis à faire voile vers une nouvelle patrie. Après de longues pérégrinations et bien des épreuves tant sur la mer que sur terre, il atteignit l'Italie, où il défit ceux qui s'opposaient à son entrée dans le pays. Il épousa la fille d'un roi puissant et fonda une cité. Il fut toujours tenu pour véritable fondateur de Rome, parce que Romulus et Rémus, en fait ses fondateurs réels, naquirent l'un et l'autre dans la ville érigée par son fils Alba Longa. Quand son navire quitta Troie, de nombreux Troyens se joignèrent à lui. Tous désiraient ardemment trouver un endroit où s'établir, mais aucun ne s'en faisait une idée précise. Ils tentèrent plusieurs fois d'élever une cité, mais toujours ils durent s'éloigner, chassés par des calamités ou des mauvais présages. Au cours d'un rêve, Énée apprit enfin que le lieu qui leur était destiné était une contrée fort éloignée vers l'ouest, l'Italie, alors appelée Hespérie ou pays de l'Occident. Il se trouvait alors dans l'île de Crète, et bien que la terre promise ne pût être atteinte qu'après un long voyage sur des mers inconnues, ils se réjouirent de cette assurance de posséder un jour une patrie et se mirent aussitôt à la voile. Toutefois, il leur fallut longtemps pour parvenir au bord tant désiré, et leur ardeur aurait peut-être été freinée s'ils avaient pu prévoir tout ce qui les attendait en cours de route. Bien que les Argonautes, venant de Grèce, aient fait voile vers l'est, alors qu'Énée et les siens se dirigeaient de la Crète vers l'ouest, les Troyens rencontrèrent les Harpies, tout comme l'avaient fait Jason et ses compagnons. Les héros grecs se montrèrent plus courageux, ou peut-être plus habiles à l'épée. Toujours est-il qu'ils étaient à 2 doigts de tuer les affreuses créatures quand Iris intervint, tandis que les Troyens furent repoussés par elles et forcés à appareiller pour leur échapper. À leur stupéfaction, ils rencontrèrent Andromaque, la femme d'Hector, au cours de leur escale suivante. Après la chute de Troie, elle avait été donnée à Neptolème, parfois nommé Pyrrhus, fils d'Achille, l'homme qui avait égorgé le vieux Priam devant l'autel. Il l'abandonna bientôt pour Hermione, fille d'Hélène, mais ne survécut guère à ce mariage, et après sa mort, Andromaque épousa Hélénos, le prophète troyen. Ensemble, ils gouvernèrent le pays, et bien comme on pense, ils accueillirent avec joie Énée et ses compagnons. Ils leur offrirent l'hospitalité la plus généreuse. Et quand vint le moment des adieux, Hélénos leur donna des conseils fort utiles aux
au sujet de leur voyage. Ils ne devaient surtout pas aborder la côte orientale, leur dit-il, car elle était peuplée de Grecs. Leur patrie était sur la côte occidentale, un peu vers le nord. Il leur fallait à tout prix renoncer par la route la plus courte, celle qui passe entre la Sicile et l'Italie, et où ils se heurteraient à ce détroit périlleux gardé par Charybde et Scylla, que les Argonautes n'avaient pu traverser que grâce à l'appui de Thétis et où Ulysse avait perdu 6 hommes de son équipage. Il n'apparaît pas très clairement comment les Argonautes, venant d'Asie en Grèce, avaient pu se retrouver sur la côte occidentale d'Italie. Pas plus d'ailleurs comment on explique qu'Ulysse y parvint aussi. Cependant, aucun doute ne semblait obscurcir l'esprit d'Hélénos quant à la localisation exacte de cet endroit. Il donna à Énée les conseils les plus précis qui lui permettaient d'éviter cet enfer des marins en faisant un long circuit autour de la Sicile pour aborder en Italie, bien au nord du gouffre de l'implacable Charybde, comme de la caverne où Scylla aspirait des bateaux entiers. Les Troyens prirent donc congé de leurs aimables hôtes, puis, après avoir contourné l'extrémité orientale de l'Italie, pénétrés de confiance avec leur guide prophétique, ils poursuivirent leur route vers l'ouest en longeant la Sicile. Selon toute apparence, cependant, et malgré ses mystérieux pouvoirs divinatoires, Hélénos semblait avoir ignoré que l'île, dans sa partie méridionale tout au moins, était occupée par les Cyclopes, car il négligea de les prémunir contre ce danger. Ils atteignirent l'île au crépuscule, et sans l'ombre d'une hésitation, ils campèrent sur la grève. Il est fort probable que tous auraient été capturés et dévorés si, dès l'aube suivante, avant qu'aucun des monstres ne fût éveillé, une pauvre ruine humaine n'était accourue vers l'endroit où se reposait Énée. Il se jeta à genoux, mais en vérité, sa misère évidente valait celle d'un être à demi-mort d'inanition. Une chevelure épaisse surmontait son visage, sale à l'extrême, et ses vêtements ne tenaient ensemble qu'à l'aide d'épines. Il était l'un des marins d'Ulysse, leur dit-il. Il avait été oublié par mégarde dans la caverne de Polyphème, et depuis il vivait dans les bois de tout ce qu'il pouvait y trouver, dans la terreur perpétuelle d'être découvert par les Cyclopes. Ceux-ci étaient une centaine, tout aussi gigantesques et terrifiants que Polyphème. Fuyez, levez-vous et partez en hâte, haletez le malheureux. Rompez les amarres qui retiennent vos navires au rivage. Ils firent comme il disait, coupant les câbles et faisant hâte aussi silencieusement que possible. Et ils avaient à peine mis à la mer qu'ils aperçurent le géant aveugle descendant lentement vers la grève, pour y laver la cavité béante de son orbite, d'où le sang coulait toujours. Il entendit le bruit des rames labourant l'eau et courant dans la direction du son. Il entra dans la mer, mais les Troyens s'étaient suffisamment éloignés avant qu'il pût les rejoindre. La profondeur de l'eau devint trop grande même pour sa taille gigantesque. Ils n'évitèrent ce péril que pour en rencontrer un autre tout aussi grand. En contournant la Sicile, ils furent assaillis par une tempête comme il n'y en ait eu jamais, ni avant, ni depuis. Si hautes étaient les vagues qu'elles léchaient les étoiles, et si profonds les golfes les séparaient, que les
les abîmes de l'océan en étaient révélés. Sans nul doute, il s'agissait là bien plus que d'une tempête terrestre. En fait, Junon n'y était pas étrangère. Comme on le sait, elle haïssait tous les Troyens. Plus jamais, jamais elle n'avait oublié le jugement de Paris, et pendant la guerre, elle s'était montrée l'ennemi la plus acharnée de Troie. Mais c'était à Énée surtout qu'elle réservait une hostilité particulière. Elle savait que Rome, bien des générations après Énée, serait fondée par des hommes de sang troyen, et que cette cité était d'ores et déjà destinée par les Parques à détruire Carthage. Or, Carthage était sa cité favorite. Elle la préférait à tout autre lieu sur terre. On ne sait si elle espérait vraiment pouvoir se dresser contre les décrets des Parques, ce qui était interdit même par Jupiter. Mais il est certain qu'elle fit de son mieux pour noyer Énée. Elle alla trouver Éole, le roi des vents, celui-là même qui avait tenté d'aider Ulysse, et elle lui demanda de faire sombrer les vaisseaux troyens. Elle lui promit en retour de lui donner sa plus jolie nymphe pour épouse. Le fruit de cette conversation fut la formidable tempête qui aurait certainement obtenu le résultat escompté par Junon si Neptune n'était pas intervenu. En tant que frère de Junon, il était parfaitement conscient de ses façons de procéder, et il la voyait sans plaisir s'interposer entre lui et ses mères. Cependant, tout comme Jupiter, il usait d'une très grande prudence dans ses relations avec elle. Il ne lui dit pas un mot, mais se contenta d'envoyer une sévère réprimande à Éole. Puis, il calma la mer, ce qui permit aux Troyens d'atteindre la terre. Et ce fut sur la côte septentrionale d'Afrique que ceux-ci ancrèrent enfin leurs navires, poussés jusque-là par les vents depuis la Sicile. Il se trouva qu'ils abordèrent non loin de Carthage, et aussitôt, Junon se prit à réfléchir à la façon dont elle pourrait employer cette arrivée à leur désavantage et au profit des Carthaginois. Carthage avait été fondée par une femme, Didon. Elle y régnait encore, et elle en avait fait une cité immense et splendide. Elle était belle et veuve. Énée avait perdu sa femme pendant la nuit où il s'était enfui de Troie. Selon le plan de Junon, ils s'éprendraient l'un de l'autre, et ainsi Énée renoncerait à l'Italie pour s'établir à Carthage, aux côtés de Didon. C'était un plan excellent, n'eût été Vénus. Elle soupçonnait ce que tramait Junon, et elle était fermement décidée à l'en empêcher. Elle-même nourrissait d'autres projets. Si elle ne voyait aucun inconvénient à ce que Didon s'éprit d'Énée, auquel tout mal serait ainsi épargné pendant son séjour à Carthage, elle entendait bien que le sentiment d'Énée envers Didon ne fut rien de plus qu'un consentement à le se laisser combler par elle. Il ne devait en rien peser sur sa décision de se rendre en Italie lorsque le moment semblerait venu. À cet instant critique, elle remonta donc dans l'Olympe pour y rencontrer Jupiter et lui parler. Elle lui fit des reproches et ses beaux yeux se remplirent de larmes. Son cher fils aîné était dans une situation rien moins que désespérée, lui dit-elle. Et lui, le souverain des dieux et des hommes, avait promis qu'Énée serait l'ancêtre d'une race qui un jour gouvernerait le monde. Jupiter se mit à rire et l'embrassa, essuyant ainsi ses larmes. Ce qu'il avait promis se réaliserait sans nul doute
affirma-t-il, les descendants d'Énée seraient les Romains, auxquels les Parques destinaient un empire sans terme ni limite. Grandement réconfortée, Vénus prit congé. Afin de mieux encore assurer son cas, elle se tourna vers son fils Cupidon. On pouvait se fier à Didon pour produire sur Énée l'impression souhaitée, se disait-elle, mais il était beaucoup moins sûr qu'Énée, livré à lui-même, réussit à se faire aimer de Didon. La susceptibilité de celle-ci était bien connue. Tous les rois aux alentours avaient essayé de la persuader de les épouser, mais en vain. Vénus convoqua Cupidon, qui avait promis d'embraser d'amour le cœur de Didon dès l'instant où elle poserait les yeux sur Énée. Et pour Vénus, elle n'aurait aucune peine à provoquer une rencontre entre les intéressés. Au cours de la matinée qui suivirent leur débarquement, Énée, accompagné de son ami, le fidèle Achat, quitta ses infortunés partisans pour tenter d'apprendre en quel lieu du monde ils avaient abordé. Avant de les laisser, il leur adressa quelques paroles d'encouragement. « Camarades, vous et moi connaissons depuis longtemps l'épreuve. Nous avons subi des maux pires encore que celui-ci. Ils prendront fin, eux aussi. Rappelez-vous votre courage. Chassez toute morne crainte. Un jour peut-être, le souvenir de ce péril vous fera sourire. » Tandis que les deux héros exploraient la contrée inconnue, Vénus, déguisée en chasseresse, leur apparut. Elle leur dit où ils se trouvaient et les conseilla de se diriger sans tarder vers Carthage, dont la reine les aiderait sans nul doute. Grandement rassurés, ils prirent le sentier que Vénus leur indiquait, protégés sans doute par l'épais brouillard dont elle les enveloppa. C'est ainsi qu'ils parvinrent jusqu'à la ville sans incident et marchèrent dans les rues populeuses sans être aperçus. Ils s'arrêtèrent devant un grand temple, se demandant comment ils parviendraient jusqu'à la reine, et là, un nouvel espoir leur fut donné. Comme ils contemplaient le superbe édifice, ils aperçurent, merveilleusement sculpté dans les murs, la bataille auquel ils avaient pris part l'un et l'autre autour de Troie. Ils reconnurent adversaires et amis, les fils d'Atrée, le vieux Priam tendant les mains vers Achille, Hector mort. « Je reprends courage, dit Énée. Ici aussi, on verse des larmes, et les cœurs s'émeuvent à tout ce qui est mortel. » À cet instant, radieuse, ainsi que Diane elle-même, Didon approcha, suivi d'un grand cortège. Sur le champ, le brouillard qui enveloppait Énée se dissipa et disparut. Et il apparut, beau comme Apollon. Quand il lui eut dit son nom, la reine, s'adressant à lui avec la meilleure grâce, lui souhaita, ainsi qu'à ses compagnons, la bienvenue dans sa cité. Elle savait ce que ressentaient ces hommes privés de foyer, car elle-même était venue en Afrique avec quelques amis, fuyant frères qui voulaient la tuer. N'ignorant pas la souffrance, j'ai appris comment aider l'infortune, dit-elle. Elle offrit un superbe banquet aux étrangers, et cette nuit-là, Énée raconta leur histoire, d'abord la chute de Troie, puis leur long voyage. Il parlait avec une grande éloquence, et même si un dieu ne s'en était chargé, peut-être, dit-on, aurait-elle succombé à tant d'héroïsme et un si beau langage. Mais Cupidon était là, et elle n'avait plus le choix. Elle fut heureuse quelque temps. Énée semblait lui être attachée, et elle, de son côté, répandait sur lui tout ce qu'elle possédait. Elle lui donna à entendre que sa cité lui appartenait autant qu'à elle-même. Il recevait les honneurs réservés jusque-là
à la reine, et elle obligea les Carthaginois à le traiter comme s'il était lui aussi leur souverain. Elle combla aussi de faveurs ses compagnons. Jamais elle ne croyait en faire assez pour eux. Elle ne voulait que donner. Pour elle-même, elle ne demandait rien que l'amour d'aîné. Et lui, de son côté, recevait une grande satisfaction tout ce que la générosité de Didon lui octroyait. Il vivait dans l'abondance, aux côtés d'une femme superbe. Une reine puissante l'aimait, pourvoyait à tous ses besoins, organisait des parties de chasse pour le distraire, et non seulement lui permettait, mais le suppliait de le faire encore et encore, le récit de ses aventures. Rien d'étonnant à ce que l'idée d'apparier pour une terre inconnue lui devint de moins en moins attrayante. Junon était très satisfaite de la tournure que prenaient les événements, mais Vénus ne semblait pas troublée pour autant. Mais encore que sa propre femme, elle comprenait Jupiter. Elle ne doutait pas qu'il obligerait un jour Aîné à s'embarquer pour l'Italie, et ce petit intermède avec Didon ne discréditait aucunement son fils. Elle avait pleinement raison. Quand il consentit à sortir de son apathie, Jupiter se montra très efficace. Il dépêcha Mercure à Carthage, avec un message à l'adresse d'Aîné. Le dieu trouva le héros se promenant de ci de là, vêtu à ravir, avec à son côté une épée superbe, tout incrustée de jaspe, et sur des épaules une merveilleuse cape pourpre, tissée de fils d'or. L'une et l'autre données par Didon. Naturellement, et dont la seconde en fait, était l'œuvre de ses mains. Ce flâneur élégant fut tout à coup tiré de son indolence satisfaite. Des mots sévères frappèrent à ses oreilles. « Combien de temps penses-tu perdre encore dans cette oisiveté luxueuse ?» demanda une voix courroucée. Il se retourna. Mercure, dont tous ses attributs divins se tenaient devant lui. « Le maître des cieux m'envoie vers toi, dit-il. Il te prie de partir d'ici pour te mettre à la recherche du royaume qui t'est destiné. » Sur ces mots, il s'évanouit comme un lambeau de brume se dissipe dans l'air, laissant Aîné agité et inquiet, certes, et décidé à obéir, mais surtout misérablement conscient des difficultés que lui susciterait Didon. Il réunit ses hommes, leur donna l'ordre de rassembler une flotte et de se préparer à un départ immédiat. Tout ceci dans le plus grand secret. Didon l'apprit cependant et envoya chercher Aîné. Au début, elle ne fut que douceur. Elle ne pouvait croire qu'il songeât à la quitter. « Est-ce moi que tu fuis ?» lui demanda-t-elle. « Permets à ces larmes de plaider pour moi, pour cette main que je t'ai donnée. Si en quelque façon j'ai mérité que tu me veuilles du bien, si quelque chose chez moi te fut doux. » Il répondit qu'il n'était pas homme à nier qu'elle l'avait en effet très généreusement traité et qu'il ne l'oublierait jamais. Mais qu'elle se souvienne de son côté, qu'il ne l'avait pas épousée et qu'il était libre de la quitter quand bon lui semblerait. Jupiter lui ordonnait de partir, il fallait obéir. « Cesse ces plaintes qui ne peuvent que nous troubler tous deux, implora
Énée jeta un dernier regard sur les murs de Carthage et les vit illuminés par un grand feu. Il vit d'abord monter les flammes, puis les vit doucement mourir, et il se demanda quelle en était la cause.